Les Américains sont très pragmatiques. Ils l'ont été même pendant la Deuxième Guerre mondiale contre Hitler, parce qu'il faut quand même rappeler que ce sont les grandes firmes américaines qui apportent de soutien à Hitler. Parce que pour les Américains, la guerre est une business. Je dirais même l'Union européenne d'aujourd'hui est devenue une sorte de colonie des États-Unis. En France, la position de Emmanuel Macron n'a rien à voir avec la position de Chirac ou de Mitterrand, qui, eux, avaient une conscience politique et historique qui n'a rien envié à ce qu'on a aujourd'hui. Ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, ce sont des dirigeants TikTok et Facebook. Que se passe-t-il en Russie et en Ukraine? On nous a promis énormément de choses et aujourd'hui, les faits semblent donner tort à beaucoup d'analystes qui avaient vu l'Ukraine peut-être plus belle qu'elle ne l'était sur le plan militaire. Quels sont les véritables enjeux? Que vise la Russie dans cette guerre et l'Ukraine? Est-elle réellement en position aujourd'hui de pouvoir riposter avec la venue de 10 nouveaux avions, les F-16? De l'autre côté, on voit que cette guerre-là arrive sur le continent africain. Faut-il s'en inquiéter? Et qu'en est-il de la position du président sénégalais et du Sénégal d'ailleurs en général? Nous allons aborder toutes ces questions-là avec Patrick Mbeko, notre invité qu'on ne présente plus ici. Et je profite bien évidemment pour vous rappeler que la billetterie est encore ouverte pour Back to Africa, notre événement qui se tient les 28 et 29 septembre au Palais des Congrès. Pour ceux d'entre vous qui veulent contribuer à développer le continent africain au travers de l'entrepreneuriat, c'est l'événement à ne pas manquer. Vous avez un lien qui vous oriente vers la billetterie et vous avez encore des promos. C'est le moment plus que jamais parce que les places promotionnelles sont réellement en train de partir. Allons, jeune Patrick. Bonjour Patrick Mbeko. Bonjour Philippe. Comment tu vas? Bien, merci. Heureux de te retrouver une fois de plus pour une émission, on va dire quoi, de géopolitique qui va nous permettre de couvrir un peu l'actualité du monde parce qu'on ne va pas parler que d'Afrique aujourd'hui. Comme d'habitude, est-ce que tu veux bien te présenter pour les gens qui vont te découvrir dans cette vidéo? Je m'appelle Patrick Beko, je suis d'origine congolaise. Je suis auteur de plusieurs ouvrages sur les conflits armés en Afrique. Très bien. On va parler aujourd'hui de l'Ukraine, du conflit entre la Russie et l'Ukraine, des répercussions dans un second temps qui aujourd'hui se retrouvent sur le continent africain, notamment au Mali. Mais avant cela, je voulais dire qu'on revienne un tout petit peu peut-être sur la dernière série de vidéos qu'on a faites ensemble, qui a fait énormément réagir dans les deux sens, comme d'habitude. Les gens qui étaient en faveur des idées que tu défendais et d'autres, bien évidemment, qui étaient absolument contre. Déjà, peut-être par le premier thème, celui des églises, on a eu énormément de retours de personnes qui estimaient que tu parlais de choses que tu ne maîtrisais pas du tout, même si c'est vrai qu'il y avait quelques excès. Tu étais assez caricatural dans ta manière de présenter les églises au Congo, en RDC, parce que beaucoup de Congolais sont intervenus. Tu as dû lire toi-même les commentaires. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses, avec le recul, peut-être euh, plus calmement que tu étais hors propos par endroit ou alors non, tu maintiens tes positions et tu es prêt à les défendre à Si, nouveau s'il si, le si faut. on fait, si on fait une analyse des commentaires, si on fait une analyse des commentaires de manière globale, on peut dire que pratiquement trois quarts des gens étaient d'accord avec moi, avec ce que je disais. Et plusieurs personnes, d'ailleurs, disaient que le phénomène n'était pas seulement perceptible au Congo, on l'observe aussi dans d'autres pays africains d'Afrique subsaharienne francophone. Ça, c'est au niveau des messages de manière générale. Maintenant, quant à la position qui est la mienne, elle n'a pas changé, bien au contraire. Et d'ailleurs, puisqu'on parlait d'ailleurs dans cette émission du Rwanda, je ne sais pas si vous le savez, mais cette semaine, le Rwanda vient d'interdire près de 4000 lieux de culte et même de mosquées, que ce soit chrétiens ou musulmans. 4000 minimum. Donc, ça vous dit que c'est un phénomène qui est quand même visible un peu partout sur le continent, en tout cas au sud du continent. Et au Congo, il est tout à fait endémique. Et ce n'est même pas moi qui le dis. Je peux vous dire que j'ai eu des retours, y compris des pasteurs qui m'ont dit que vous avez raison, il ne faut pas généraliser. Moi, je n'ai jamais généralisé. J'ai simplement dit que la plupart des pasteurs n'étaient pas des gens sérieux de mon point de vue, ils sont enregistrés sur le dos de la population. Et je sais qu'il y a eu aussi cette histoire de visa qui a beaucoup fait réagir et qui a été repris un peu partout. Quand j'ai dit qu'en Afrique, au Congo en tout cas, les gens priaient pour obtenir un visa. C'est une réalité. Et l'exemple le plus basique est que vous ne verrez jamais ces gens-là prier pour obtenir un visa, par exemple, pour aller dans un autre pays africain. On prie toujours pour avoir un visa pour aller en Occident. Moi, je n'ai pas vu des gens prier pour obtenir un visa pour aller en Afghanistan, par exemple.
parce qu'on estime que l'Afghanistan ou d'autres pays africains ne sont peut-être pas aussi importants que les pays occidentaux. Voilà, et donc ce sont des réalités sociales que nous observons. Moi, je ne suis pas contre la croyance des gens, je dis simplement qu'il y a un phénomène social, en tout cas celui des églises, et surtout des pasteurs véreux qui est devenu très problématique dans le pays. Et d'ailleurs, je veux conclure là, actuellement d'ailleurs au Congo, il y a plusieurs personnes attaquent aujourd'hui le pasteur de Félix Tshisekedi, que j'avais cité d'ailleurs, le pasteur Dalo, pour dire que voilà, vous avez dans votre église des gens de mauvaise moralité qui trônent aujourd'hui au sommet de l'État et vous prétendez, vous, vouloir sauver des âmes. Ça pose problème, c'est contradictoire, c'est paradoxal. C'est vraiment de ça que je parle, sans remettre en question ou sans questionner la foi des gens, parce que je dissocie la foi, la spiritualité, de la croyance aveugle en des pasteurs qui, de mon point de vue, ne méritent pas d'avoir cette confiance-là de la part de leurs fidèles. Et de ton côté, est-ce que tu as eu des retours à titre personnel? Des pasteurs ont essayé de te contacter? Ces pasteurs-là ont-ils... Oui, oui, moi, il y a des pasteurs qui m'ont contacté, même des proches des pasteurs que j'ai cités. Je ne veux pas les citer ici parce que c'était des discussions confidentielles, mais il y a beaucoup de pasteurs qui m'ont, pas beaucoup, mais un certain nombre de pasteurs m'ont contacté, y compris leurs fidèles, leurs proches collaborateurs, pour essayer de m'expliquer comment certains, les uns les autres fonctionnaient. Je n'ai pas de problème avec ça, moi. Je suis ouvert à la discussion, j'écoute tout le monde. Je peux me tromper, je suis un humain, je peux me tromper. Mais le phénomène, lui, il est réel. Et donc, les gens qui m'ont expliqué, qui m'ont appelé, la plupart d'entre eux n'ont pas remis en question ce que j'ai dit. Ils ont peut-être trouvé que j'étais un peu excessif. C'était ça un peu la nuance que je pourrais apporter, c'est qu'ils ont trouvé que j'étais très dur, mais que la réalité que j'avais décrite, elle est bien là, elle existe. Très bien. Venons à présent à notre... on a aussi parlé de Mobutu, paradoxalement Oui, d'ailleurs, dans une autre série, qui là aussi a beaucoup fait réagir, parce que tu semblais, en tout cas c'est ce que beaucoup de gens ont compris dans les commentaires, tu semblais être admiratif, d'après ce qu'ils ont compris, du personnage Mobutu. Tu semblais trouver des raisons, peut-être suite au contexte, suite à ce qu'il subissait, pour justifier des choses qui, de nos jours, en tout cas, sont clairement inadmissibles de la part d'un dirigeant d'un pays, fût-ce africain, fût-ce au lendemain des indépendances. Euh, Comment tu réagis aux personnes qui trouvent que tu sembles être admiratif à la limite de Mobutu, en citant même que c'est lui qui a formé les cadres congolais, enfin, en donnant la liste de tout ce qu'il a pu faire. Quand on parle d'Adolf Hitler aujourd'hui, on ne parle pas de son bilan positif. Il y a des choses qu'Hitler a fait de manière factuelle pour l'Allemagne qui étaient très intéressantes. Moi, on n'en parle pas. On cantonne le personnage Hitler à ce qu'il a fait de mal. Pourquoi quand il s'agit de Mobutu? le problème, je vais prendre l'exemple de Hitler, c'est un bel exemple. Je dois simplement rappeler que Hitler, et vous avez raison de dire qu'il a fait des choses. Quand vous lisez d'ailleurs sur l'Allemagne nazie, on vous dit que Hitler a fait beaucoup de choses pour son peuple. Alors pourquoi est-ce que Hitler est diabolisé, d'après vous? Parce que c'était le bon méchant? Mais non. Et c'est ça le problème de nous autres Africains, c'est que nous copions sans distance critique tout ce que nous entendons du côté occidental. Ce qu'on reproche à Hitler dans les livres d'histoire et en Occident surtout, c'est d'avoir perpétré des crimes contre les Blancs. Hitler a appliqué sur des Blancs ce que eux avaient l'habitude d'appliquer sur les autres peuples, qui étaient considérés comme des citoyens moins civilisés. En l'occurrence, ici, on parle des Noirs, des Asiatiques. Puis voilà, c'est ça la réalité. Même Aimé Césaire le dit dans son discours sur le colonialisme. Donc c'est très important de comprendre ces nuances-là. Et je dois d'ailleurs vous rappeler une chose importante que beaucoup de gens ne savent pas. Est-ce que vous savez que Hitler, l'Allemagne nazie, les responsables nazis, les juristes nazis, s'étaient inspirés de la législation américaine sur l'immigration pour peaufiner leurs lois contre les Juifs, les Noirs et les Slaves? Est-ce que vous savez ça? Quand vous lisez les écrits de plusieurs juristes nazis, on vous dit que pour eux, l'Amérique suprématiste blanche était un objet d'inspiration. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, pendant le procès de Nuremberg, qui avait jugé les criminels nazis, que va dire M. Robert Jackson, le procureur américain, qui était le procureur à Nuremberg? Il expliquera d'ailleurs que quand on négociait la mise en place du tribunal, il avait clairement expliqué qu'on ne pouvait pas poursuivre les nazis pour des crimes qu'ils avaient commis contre les juifs en Allemagne. Et tu sais pourquoi est-ce qu'il le disait? Parce qu'à l'époque, les États-Unis étaient en train avaient une culture ségrégationniste importante contre les Noirs.
et les Asiatiques. Et donc, ils savaient bien que ce que Hitler avait fait, il le faisait chez eux. Et donc, Hitler n'est pas diabolisé en raison de son racisme universel ou, je ne sais pas, systémique contre tout le monde. Il a été diabolisé parce qu'il a appliqué sur les Blancs ce que eux appliquaient sur les autres peuples. Donc, quand vous avez cette approche de la problématique, de la question, cette approche historique, ça vous permet de relativiser ce que vous venez de dire maintenant. D'accord. Voyez-vous? Et Ouais. d'ailleurs, je rappelle, attends, comment il s'appelle le coureur là, américain noir qui était allé aux Jeux Olympiques en Allemagne? Ah, Je crois qui que avait c'était Jesse brandi Owen. le point, Jesse là. Owen. Qu'est-ce Oui. que Jesse Owen avait dit à l'époque? On critique la loi nazie alors qu'aux États-Unis, même dans son propre pays, on lui applique un traitement qui n'est pas très différent et même peut-être moins pire que ce qu'on fait en Allemagne. Donc, c'est pour dire que quand on donne des exemples comme ça, il faut faire très attention. Maintenant, si on revient sur Mobutu, moi, je l'ai dit dans l'émission, mon rôle à moi n'est pas de juger. Quand vous m'invitez, Philippe, c'est pour essayer d'analyser les événements et de vous donner leur juste au regard de ce que je sais, au regard de mes recherches. Si je dois juger, je pourrais vous dire que oui, le régime du maréchal Mobutu est un régime tyrannique. Mais si vous me demandez à moi de donner le point de vue de chercheur, je vous dirais non, j'essaie de comprendre le phénomène. Mon rôle n'est pas de juger. J'ai écrit un livre sur Muammar Kadhafi. Quand j'ai écrit ce livre, beaucoup d'Africains pensaient que c'était un livre à la gloire de Kadhafi. Mais quand les gens l'ont lu, ils ont dit, ah, mais il y a aussi des choses que Kadhafi avait faites qui n'étaient pas bonnes. Mais je les ai dises là parce que mon rôle à moi n'est pas de sélectionner, d'être sélectif dans la présentation des faits. C'est d'être distant par rapport aux faits, de les présenter de manière impartiale. D'ailleurs, quand nous avons fini l'émission, puisqu'on avait parlé du transfert de Lumumba sur lequel vous avez beaucoup insisté au Katanga, je vous ai envoyé une note d'archives du gouvernement belge, vrai ou faux? Ouais. Dans lequel le ministre belge des Affaires étrangères fait pression sur le gouvernement congolais pour qu'on transfère Lumumba chez ses bourreaux. Vrai ou faux? Ouais. Tantôt, avant de commencer l'émission, je vous envoie une note d'archive dans, dans laquelle on voit le président Kasavubu écrire au président du Congo-Brazza à l'époque, lui demandant s'il pouvait faciliter l'acheminement de Lumumba par son pays pour aller vers le Katanga. Donc, je pense que tout ça, ce sont des éléments qui ne sont pas à la portée de tout public. Donc, quand on analyse les événements historiques importants, surtout tous ces événements qui impliquent le continent africain, il faut avoir une bonne distance par rapport aux événements et surtout être moins émotif parce que ce que nous savons de nos chefs d'État nous a été raconté par les Occidentaux, qui les ont fabriqués, qui les ont utilisés et qui, à un moment donné, les ont rejetés en trouvant toutes sortes de prétextes, en les présentant comme des dictateurs féroces. Je vais vous donner un exemple pour finir dans ce cas-là. Est-ce que vous savez que lorsqu'on a attaqué Kadhafi, on nous a dit qu'il massacrait son peuple? Oui. On sait que c'est faux. Mais beaucoup d'Africains à l'époque avaient cru en cela. On nous a dit que Kadhafi avait une fortune de 200 milliards de dollars. Vrai ou faux? Tout à fait. On a appris après que Kadhafi n'avait pas 200 milliards de dollars. En fait, cet argent, c'était les fonds souverains libyens. L'argent que Kadhafi avait mis de côté pour son peuple et pour les générations futures des Libyens. Voilà comment on nous manipule tout le temps. Et nous ingurgitons toutes ces choses-là parce que, d'une part, nos dirigeants n'écrivent pas. D'autre part, nos chercheurs ne font pas un travail de fond sur ces questions de manière dépassionnée. Parce que le problème qu'on a ici, c'est que les gens ont une approche passionnée des questions géopolitiques et stratégiques, ce qui pose parfois problème. Quand je parle de Mobutu, je peux vous donner mon point de vue personnel sur ce que je pense de lui en tant que Patrick Mbeko, sans le titre entre guillemets de chercheur, mais en tant que chercheur observateur, je vous donne un avis qui est neutre, qui est distant par rapport à la réalité, à la vérité des faits. Très bien. OK. Donc, les uns et les autres doivent... donc, si on comprend bien ta position, d'avoir moins être dans l'émotionnel et plus sourcer leur position. Oui, oui, c'est normal parce que, Philippe, il faut quand même rappeler que, je l'ai dit, ce que nous savons de nos dirigeants, la plupart de ce que nous savons vient d'Occident. Oui. Donc, imaginez-vous que nous sommes nés, nous avons grandi, on nous a expliqué que c'était un dictateur, c'était un salaud et tout ça. Je ne dis pas que tout ce qu'on lui a reproché est faux, je ne dis pas ça, mais je dis c'est tout ce qu'on nous a expliqué. Alors, quand quelqu'un apporte de la nuance, ça bouscule les idées reçues. Lorsque moi, dans mon livre sur Kadhafi, par exemple, excusez-moi de revenir là-dessus, quand je démontre que Kadhafi n'était pas ce terroriste qu'on a souvent présenté, ça a choqué beaucoup de gens. Même quand j'ai présenté des documents américains dans lesquels on voit que les Américains reconnaissent que tel attentat, ce n'est pas lui,
Ben, les gens ont eu du mal à accepter ça. Pourquoi? Simplement parce que Kadhafi avait été, il y avait un portrait de Kadhafi qui avait été brossé par les journalistes, les dirigeants, les médias occidentaux, et qu'il a été difficile pour beaucoup d'accepter ce que je disais en présentant des éléments originaux. Parce que moi, j'ai présenté dans mon livre, je pense que vous l'avez lu, c'est 40 pages de documents Oui, d'annexes. 40 pages, c'est-à-dire sur 40 pages, vous avez des documents de la Maison-Blanche, la CIA, il y a même, vous le savez, il y a même le rapport d'autopsie en arabe de Kadhafi. J'ai présenté tous ces documents-là. Il y avait des gens qui avaient de la difficulté à croire ce qui était mentionné dans le livre parce que pendant 20 ans, 30 ans, quand vous avez entendu une histoire, un seul son de cloche, il est difficile parfois d'accepter un autre son de cloche qui sont en rupture avec ce qu'on a toujours entendu. Et c'est le cas de Mobutu, c'est le cas de Fouad Boigny, c'est le cas d'Idi Amin Dada, c'est le cas de la plupart des dirigeants africains. Ils avaient leur tort, ils ont fait des dégâts dans leur pays, c'est un fait, mais le rôle du chercheur, pour nous, aujourd'hui, pour notre génération, il est essentiel de comprendre leur trajectoire, leur parcours, en lieu et place d'avoir de postures de juge, de juger sans comprendre, parce que ça nous cause encore beaucoup de dégâts aujourd'hui, puisqu'un peuple qui ignore son histoire est appelé à la revue, d'une certaine manière. très bien. Parlons donc de peuple, d'État. Euh, je voudrais qu'on vienne maintenant sur l'actualité ukrainienne. On en a parlé il y a très longtemps. Heureusement, malheureusement, plusieurs des éléments que tu avais annoncés se sont avérés être justes par la suite. Euh, alors, comme d'habitude, les médias occidentaux continuent de donner le sentiment que alors, un coup, on a le sentiment que la guerre va s'arrêter parce que l'Ukraine va capituler et veut venir à la table des négociations. Un autre coup, non, l'Ukraine va y arriver, ils vont récupérer toutes leurs terres. D'ailleurs, ils viennent d'avoir 10 F-16. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec 10 avions. Dans tous les cas, ça a été accueilli en grande pompe. Quelle est, toi, ton analyse de la situation actuelle de la guerre, on peut l'appeler comme ça, entre la Russie et l'Ukraine? L'Ukraine a déjà perdu la guerre. Elle avait déjà perdu la guerre. Aujourd'hui, les faits ne font que se concrétiser. Je pense que le reste, c'est du verbiage. Puisque nous voyons dans les médias occidentaux relève de la gesticulation parce qu'au fond, et je l'ai dit quand on avait fait l'émission il y a plus d'un an, c'est que cette guerre-là n'est pas la guerre de l'Ukraine. C'est la guerre de l'Occident collectif contre la Russie par Ukraine interposée. Et donc, c'est la raison pour laquelle les Occidentaux, et surtout, hein, plus particulièrement les Européens, parce que les Américains sont beaucoup plus pragmatiques dans cette histoire. Même s'ils voulaient la destruction, l'affaiblissement de la Russie, ils sont restés pragmatiques. Mais aujourd'hui, il est un fait que le fait est que l'Ukraine a déjà perdu la guerre. C'est une question de temps. Et d'ailleurs, analysez bien les propos du président Zelensky. Il a dit, il y a 2 semaines, il y a 10 jours, il a dit céder les 4 oblasts à l'est du pays serait une décision difficile. En d'autres mots, qu'est-ce qu'il nous dit? Ça, ce sont des propos diplomatiques. Mais en réalité, il nous dit aujourd'hui que ces quatre oblasts sont perdus, même si l'Ukraine occupe encore une partie de ces territoires-là. Le président Zelensky sait que c'est fini. Et les Occidentaux savent que c'est fini. Est-ce que vous avez regardé ce que les Russes produisent en termes d'armement par rapport à l'OTAN? Les Russes produisent des millions. C'est que les Russes produisent, je crois, en 2, 3 mois, l'OTAN le produit en une année. Ah Il oui, faut quand que les même. gens comprennent ça. Ah oui, 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 parce que les gens, en matière d'artillerie, surtout quand vous regardez tout le rapport de force, c'est 1 à 7. Les Russes tirent 7 fois plus d'obus que les Ukrainiens. Ils n'en ont pas. L'OTAN n'en a pas, n'a pas les moyens de faire une guerre comme ça. Et la Russie n'est même pas dans une économie de guerre comme on le dit. Non, pas du tout. Mais c'est vrai que leur machine militaire tourne en plein régime, mais ce n'est pas encore une économie de guerre et on a ça. Faisons un retour en arrière. Quand vous allez vous analyser la posture, la stratégie de la Russie pendant la Seconde Guerre mondiale, vous comprenez ce qui se passe aujourd'hui. Ces gens-là, en matière de production d'armement, je ne sais pas, mais ils sont incroyables, les Russes. Et tout le monde le sait. Quand vous lisez les analystes les plus sérieux, les analystes des think tanks les plus impartiaux, vous vous apercevez que pour beaucoup, cette guerre est déjà finie. En tout cas, pour les Américains, la guerre en Ukraine, elle est déjà finie. Il faut trouver le moyen,
un sauf-conduit, un bon moyen pour permettre à l'Ukraine de ne pas perdre la face. Aujourd'hui, on en est là. Ils ont fait des discussions de paix. Il y a eu une discussion de paix en Suisse. La Chine n'y est pas allée, ça n'a rien donné. Zelensky est revenu pour dire que le monde entier veut que la Russie prenne part aux prochaines discussions. Le problème aussi de ce pays, l'Ukraine, est qu'ils ont quand même un président qui est un comédien et qui parfois mélange la comédie à la réelle politique, ce qui est tragique pour ce pays et pour son peuple. Alors, aujourd'hui, tu dis que la guerre est terminée. Parlons quand même des objectifs des deux camps. D'après toi, donc, quels sont les objectifs aujourd'hui de la Russie, qui eux-mêmes ont d'ailleurs changé? On a eu le sentiment à un moment donné que la Russie voulait envahir toute l'Ukraine, qu'ensuite ils se sont ravisés pour se concentrer sur la partie, comment on appelle ça, le Donetsk, La partie Est, le la partie Donbass. Est, le Donbass, voilà, c'est ça. Qui d'ailleurs, quand on regarde une carte, divise l'Ukraine en deux. La partie que la Russie a pris aujourd'hui isole le nord de l'Ukraine, plutôt, divise l'Ukraine en deux. Le nord, qui, de ce que je comprends, n'est pas très peuplé, mais en tout cas, cette partie-là est un peu coupée maintenant de ce qui se passe dans le sud. Donc, quels sont les objectifs de guerre de la Russie au final? Ils avaient parlé de dénazification de l'Ukraine. Et de l'autre côté, la guerre est manifestement finie, mais qu'est-ce que l'Ukraine veut quand même encore essayer de sauver? La face. L'Ukraine doit sauver la face avec tout le bruit qui a été fait autour de son président, du soutien apporté par l'Occident. En réalité, il faut comprendre ceci. La défaite de l'Ukraine n'est pas la défaite de Zelensky, c'est la défaite de l'Occident, de l'OTAN. Là, aujourd'hui, on articule des stratégies pour permettre à l'Ukraine, mais surtout à l'OTAN, de ne pas perdre la face. C'est ça la réalité. Maintenant, je veux quand même vous corriger parce que vous dites que l'objectif de la Russie a évolué. Au début, ils voulaient prendre toute l'Ukraine. Les Russes n'ont jamais voulu prendre toute l'Ukraine. Ça, c'est la Ils ont propagande. attaqué quand même à un moment donné la capitale. Ils n'ont pas attaqué la capitale. Ils se sont rapprochés de la capitale et aujourd'hui, on sait que c'était une stratégie militaire. Fixer les troupes de Kiev, les troupes ukrainiennes au niveau de Kiev pendant qu'ils se déploient à l'est. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au début de la guerre, quand la Russie attaque en février 2022, le rapport de force sur le terrain, c'est de 1 à 3. Les Russes sont 3 fois moins que les Ukrainiens. Il ne faut pas l'oublier. C'est 150 000 hommes qui attaquent à l'époque. C'est 150 000 hommes qui vont être renforcés par la suite. Il ne faut pas oublier, à la suite de la mobilisation faite par Poutine après. Mais au début, c'est ça la guerre. Alors, qu'est-ce que les Russes font? Ils vont fixer une partie des troupes ukrainiennes à Kiev. C'est pour ça qu'ils s'étaient rapprochés de Kiev, donnant l'impression qu'ils voulaient prendre la capitale. Mais ça n'a jamais été l'objectif parce que la partie ouest de l'Ukraine est quand même composée des Ukrainiens pro-occidentaux, contrairement à la partie est qui est russophone. Donc, les Russes n'ont pas intérêt à occuper toute l'Ukraine. Et puis, ils allaient occuper l'Ukraine avec 150 000 hommes. C'est impossible. C'était une stratégie qui avait été utilisée par les Russes. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'on sait aujourd'hui, à travers le propos de Poutine, son interview surtout avec Carlson, qu'en réalité, ils se sont retirés aux alentours de Kiev à la demande des Occidentaux, parce qu'à l'époque, il y a eu des négociations politiques. Il ne faut jamais oublier ça. En réalité, il n'y a jamais eu de véritable combat à Kiev. Personne ne peut me contredire là-dessus. Il n'y a jamais eu de combat à Kiev. Les Russes se sont approchés de Kiev pour mettre de la pression sur les Ukrainiens et fixer une partie de l'armée ukrainienne à ce niveau-là, sur la capitale, pendant qu'eux se déployaient à l'est. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a vu les Russes se déployer très rapidement à l'est et occuper près de 20% du territoire national en moins de 3 mois. En moins de 6 mois, pardon. Voyez-vous? Mais quand les Russes se retirent de Kiev, c'est à la demande des Occidentaux parce qu'il y avait des négociations à ce moment-là, à Istanbul. Négociations court-circuitées par les Occidentaux, tout particulièrement l'ancien Premier ministre britannique, celui qui avait des cheveux comme l'ancien Premier ministre britannique, bon, le nom me reviendra, c'est lui qui a court-circuité les négociations, sûrement à la demande des États-Unis. Il y a eu plusieurs rondes de négociations. Maintenant, que veulent les Russes? Les Russes l'ont clairement dit, c'était la dénazification de l'Ukraine. Il faut comprendre que les Russes n'ont pas une très grande conscience historique. Et c'est le pays qui a perdu le plus d'hommes pendant la Seconde Guerre mondiale. Il ne faut jamais l'oublier. Les Russes ont perdu entre 20 et 25 millions de personnes. Ah oui, quand même. 25, okay. Oui, parce que les gens ont tendance à l'ignorer. Entre 20 et 25 millions de personnes sont mortes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'était
le sacrifice de la Russie, de l'Union soviétique pour libérer l'Europe et même le monde du nazisme. Il ne faut jamais l'oublier. Et donc, en Russie, c'est quelque chose qui est resté dans les esprits et qui est enseigné à tous les enfants, ceux qu'ils appellent là-bas la Grande Guerre. Et vous avez en Ukraine, après le coup d'État de Biden en 2014, des gens qui arboraient très fièrement leur appartenance au courant néo-nazi. Il ne faut pas oublier que pendant cette Deuxième Guerre mondiale, la plupart des Ukrainiens s'étaient ralliés au Troisième Reich pour faire la guerre aux Russes. Donc, c'est resté dans les esprits en Russie. Donc, quand ces gens-là commencent à massacrer les populations russophones de l'Est, mais en Russie, on voit rouge. Mais l'objectif des Russes, on le sait très bien, parce que quand vous lisez même le protocole d'accord qui avait été signé avec les Ukrainiens juste après le début de la guerre, là, quand il y avait dans ces rondes de négociations, on voit bien que les Russes n'ont jamais voulu prendre l'Ukraine. Ils voulaient dénazifier l'Ukraine, s'assurer de l'autonomie du Donbass. C'est ce qu'il voulait. Pourquoi Mais à ce cet objectif moment-là a évolué. voilà, il a évolué, parce que oui, ok. Il a évolué, cet objectif a évolué, et Poutine l'avait bien dit. Il avait clairement dit que plus vous allez continuer la guerre, plus on va aller plus loin dans nos revendications. Et aujourd'hui, la posture russe est très simple. Les oblasts là, de l'Est, qui ont été annexés par la Russie à travers des référendums, et la Crimée ne doivent plus être touchés. C'est très clair dans la position du président Poutine. Et du côté ukrainien aujourd'hui, on se bat pour les récupérer. Ben, tout le monde sait qu'ils ne vont pas le récupérer. Ben, est-ce qu'on fait de la posture en commandant 10 F-16? C'est quand même 20 Mais oui, millions, mais c'est de la 20 posture parce millions un que avion. Hein? oui, mais c'est de la posture parce qu'il ne faut pas oublier non plus que j'ai oublié d'ajouter un point important, c'est la présence de l'OTAN. Les Russes ne veulent pas voir l'OTAN au port Oui. de leur pays. Et l'Ukraine est devenue le poste avancé de l'OTAN. Parce que sans appartenir à l'OTAN, l'Ukraine fait partie de facto de l'OTAN, en réalité. Et ce pays n'a pas besoin d'appartenir officiellement à une structure qui coordonne aujourd'hui pratiquement toutes ses activités sur le plan militaire. C'est un pays qui ne s'appartient plus. Et donc, pour les Russes, il y a tous ces enjeux. Il y a l'enjeu sécuritaire, il y a aussi la sécurité des russophones de l'Est ukrainien. Et bien entendu, pour Poutine, tout ça n'est plus négociable. Maintenant, les Occidentaux font de la gesticulation. On envoie des F-16, mais tout le monde sait que ça 10 F-16 changeront quoi? N'oubliez pas l'histoire des chars Abrams qui avaient été envoyés, les chars invincibles, qui ont été retirés du théâtre ukrainien par les Américains eux-mêmes. Hein. Donc, il ne faut pas l'oublier. Donc, de mon point de vue, on est beaucoup plus dans la gesticulation qu'autre chose, parce qu'il faut quand même ne pas perdre de vue un phénomène, un facteur important. À travers cette guerre, c'est la perception du monde vis-à-vis de l'Occident, de la Russie, qui est en train de bouger. Et ça, moi, je l'avais déjà compris durant le conflit en Syrie. D'ailleurs, c'est la conclusion de mon livre sur Kadhafi, quand j'ai dit que les présidents africains doivent tirer les leçons de ce qui se passe en Syrie et se positionner en fonction de leurs intérêts. Moi, je n'ai pas attendu la guerre en Ukraine pour commencer à attirer l'attention sur le positionnement du continent africain vis-à-vis de ces conflits, surtout des grandes puissances qui régent aujourd'hui le monde multipolaire qui est en train de se mettre en place. Oui, mais quand on regarde donc les voisins de l'Ukraine, enfin les voisins de la Russie, il y a l'Ukraine effectivement, il y a la Biélorussie au-dessus, mais on a les pays nordiques, qui eux aussi sont frontaliers à la Russie, qui viennent d'adhérer. Je crois que c'est la Suède qui a adhéré ou la Finlande. La Suède et la Finlande, oui. Voilà, l'un des deux a déjà adhéré. Le deuxième, je pense que la Turquie a mis. Ah, la Turquie a levé son veto? Oui, depuis, oui. Ok, d'accord. Donc, on a donc deux nouveaux pays qui intègrent l'OTAN, qui sont frontaliers à la Russie. Et là, la Russie ne dit rien. Ah non, la Russie a réagi. Elle avait mis en garde ces deux pays. De mon point de vue, je pense que ces pays ont commis l'erreur de leur vie. Pour une raison très simple, c'est que maintenant, les missiles russes vont se tourner aussi vers eux. Alors que pendant très longtemps, ils vivaient en paix avec les Russes. Bon, après, il y a un passé, parce qu'il ne faut pas oublier, surtout par rapport à la Finlande, il y a tout un passé avec les Russes, avec l'Union soviétique. Mais la réalité est que quand ces pays étaient neutres, ils n'avaient rien à craindre. En intégrant l'OTAN, ils se sont mis en danger. L'un des problèmes aujourd'hui dans le débat sur l'OTAN est que vous avez les pays européens qui font beaucoup de bruit et qui n'ont pas la capacité d'affronter la Russie et qui comptent sur les États-Unis, qui comptent sur le chapitre 5 de l'OTAN. En cas d'agression contre l'un des pays membres, les autres vont réagir, mais en réalité, les autres, c'est qui? C'est d'abord les États-Unis. La vraie question à se poser est celle-ci. Si la Russie, un jour, se sentant en danger, frappait un pays de l'OTAN, est-ce que les États-Unis vont entrer en guerre contre la Russie
en sachant très bien que la Russie est une puissance nucléaire et qu'en rentrant en guerre avec un tel pays, ils mettront en danger leurs propres intérêts vitaux. C'est la question que je crois beaucoup d'Européens ne semblent pas se poser aujourd'hui. Les gesticulations qui sont faites là, on le fait parce que, vous savez, c'est un peu comme le petit du quartier qui fait du bruit et qui sait qu'il a un grand frère qui est loupard. Donc, il fait du bruit, il sait que je peux provoquer les grands frères de dehors là, mon grand frère loupard va intervenir en cas de problème. C'est ça, en fait, le temps aujourd'hui. Les autres, la Pologne, les pays baltes, la Suède ou la Finlande, tous ces pays font de la gesticulation en comptant sur le soutien des États-Unis. La vraie question est de savoir, est-ce que les États-Unis interviendront si la Russie frappait l'un de ces pays? Sachant bien qu'il n'y a que deux grandes puissances nucléaires qui ont des capacités d'anéantissement du monde entier, c'est les États-Unis et la Russie. Oui, mais tu dis ça, mais on a quand même le sentiment que l'OTAN n'a pas déployé sa batterie parce que l'Ukraine n'est pas un pays de l'OTAN. Si la Russie s'attaque à la Suède ou la Finlande, qui eux sont dans l'OTAN, ça va pas être la même réplique, ça va pas être la même histoire. Je suis d'accord, mais attention, vous vous trompez aussi. Quand la Russie attaque l'Ukraine, ce n'est pas pour renverser le régime de Kiev, comme on l'a dit. La Russie attaque l'OTAN en Ukraine. Vous voyez la nuance que j'apporte? La Russie fait la guerre à l'OTAN en Ukraine. C'est toute la différence dans la compréhension de ce conflit. Ce n'est pas un conflit entre l'Ukraine Oui, et la Russie. mais l'OTAN, C'est un c'est un peu que conflit ça. entre... Mais les Oui, Américains, vous savez combien de bases la CIA a en Ukraine? oui, mais le problème, c'est que dans tous les cas, on te dira que les Américains et l'OTAN, c'est un peu comme si tu jouais ton match de football et tu mets Messi, Ronaldo au banc de touche et tu dis que tu veux gagner le match. L'OTAN est dans une configuration dans laquelle elle est très limitée dans ce conflit. L'OTAN ne peut pas utiliser ses soldats, l'OTAN ne peut pas utiliser ses armes, l'OTAN, enfin toutes ses armes en tout cas. L'OTAN est très très limité dans ce qu'ils font dans ce conflit-là. Même si c'est vrai que c'est un Non, conflit qui coûte très cher, ainsi de suite. non, non. Chaque fois qu'on envoie un appareil comme le F-16, les soldats ukrainiens doivent prendre le temps de se former dedans. Je veux dire, si c'était l'OTAN, on prendrait tout de suite des bombes. Ce serait beaucoup plus rapide. Bon, Oui, bon, oui. on est quand même dans un Non, déséquilibre. non, mais attention, si l'OTAN ne va pas très loin, si les États-Unis, disons ça comme ça, parce que les autres, je ne les compte pas beaucoup. Les Européens, pour moi, ils ne le comptent pas. Si les États-Unis ne vont pas très loin, ben c'est parce qu'ils savent que celui qui est en face Oui, est une puissance nucléaire. Est-ce que vous savez que les responsables américains et russes discutent souvent sur les règles de la guerre en Ukraine? Ils se voient, c'est là où, c'est ça la réelle politique. Ils se battent, mais ils définissent les règles du jeu. C'est-à-dire que là, si je tape, si toi tu tapes, là, ne va pas loin. Moi, si je tape, ne va pas loin. En fait, j'essaie de caricaturer, mais c'est ce qui se passe. On le sait à travers un reportage qui a été fait par le New York Times. L'OTAN a des dizaines de bases secrètes en Ukraine. Des dizaines. Les armes sont fournies. Le problème, c'est que au sein de l'OTAN, on enlève les Européens, disons les États-Unis, ne peuvent pas prendre le risque d'aller loin dans l'escalade. Parce que là, les Russes vont réagir non pas contre l'Ukraine, mais contre l'OTAN, contre les États-Unis. Et ce sera peut-être la fin du monde. Et les États-Unis sont très clairs là-dessus. Suivez l'interview du secrétaire d'État Blinken, l'interview avec Darius Rojman, quand on lui a dit, mais pourquoi vous n'allez pas loin dans le soutien à l'Ukraine et tout ça, il a dit, c'est pour la défense des intérêts vitaux nationaux des États-Unis. Nous ne voulons pas entrer en guerre ouverte avec la Russie. C'est ce qu'il a dit très clairement. C'est-à-dire que si l'OTAN ne peut pas se déployer comme vous le dites, c'est simplement parce que les risques d'engrenage et surtout d'anéantissement mutuel est très grand. Premièrement. Deuxièmement, est-ce que, et là on revient à la question que je posais tantôt, est-ce que les États-Unis sont prêts à mettre en jeu les intérêts vitaux américains pour les beaux yeux de l'Ukraine et de l'Europe? C'est la question qu'il faut se poser. La réponse est non. Les Américains sont très pragmatiques. Ils l'ont été même pendant la Deuxième Guerre mondiale contre Hitler, parce qu'il faut quand même rappeler que ce sont les grandes firmes américaines qui apportaient du soutien à Hitler. Il ne faut jamais l'oublier. Ah, là, vous souriez, ça vous surprend ce que je dis. non, non, je le sais, ça, je le sais, je le sais. Ils ont mis à la Et les Américains se disposition. sont beaucoup enrichis à la Deuxième Guerre mondiale. Exactement, ils se sont beaucoup enrichis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tout comme Les avec la guerre Américains, en Ukraine maintenant, d'ailleurs. partout, ils s'enrichissent. Parce que pour les Américains, la guerre est une business.
Donc, ils n'ont pas la même perception de la guerre que les Mais Africains ou pourquoi les même Européens tombent donc dans ce jeu naïf et tout le monde sait ça? Pourquoi les Européens font semblant de raconter les histoires de oui, c'est pour se battre pour la démocratie, vous vous rendez compte, on est venu envahir un pays en Europe. Pourquoi ils jouent à ce jeu? Qu'est-ce que la mais, France, l'Allemagne vient de se faire quand même priver de oui, mais gaz. regardez, Elle mais vient de l'Allemagne faire, est dans on a une détruit situation économique le incroyable. Nord Stream. Enfin, l'Allemagne, c'est le plus gros perdant de ce truc. Et pourquoi l'Allemagne continue de jouer le jeu des États-Unis alors qu'elle sait bien que le but des États-Unis, c'est de l'éloigner de la Russie? L'Allemagne le sait. Oui, oui, mais parce que, mais qui sont au pouvoir en Allemagne? Est-ce que Mais vous avez des regardé gens qui sont au le pouvoir en Allemagne pédigré? travaillent pour l'Allemagne, ils ne travaillent pas pour les Bah, États-Unis. il faut faire attention. Vous savez, ils travaillent certes pour l'Allemagne, mais ils connaissent leurs limites. L'Allemagne, je dirais même l'Union européenne d'aujourd'hui est devenue une sorte de colonie des États-Unis. Et c'est pour ça qu'on n'aime pas Orban. C'est pour ça qu'on n'aime pas le nouveau Premier ministre tchèque, qui est contre cette guerre et qui est contre le positionnement aveugle de l'Union européenne. Mais vous avez des dirigeants européens qui sont passés par des instituts, ils ont été formatés par des think tanks américains, C'est vrai. la plupart d'entre eux. Même au Canada, notre Premier ministre, sa position, elle est incroyable. Rien à voir avec la position de son père, il y a 40 ans, qui parfois prenait position contre les États-Unis dans un dossier comme celui de Cuba. Rien à voir avec la position du Premier ministre Jean Chrétien, que nous avons eu ici. En France, la position de Emmanuel Macron n'a rien à voir avec la position de Chirac ou de Mitterrand, qui, eux, avaient une conscience politique et historique qui n'a rien envié à ce qu'on a aujourd'hui. Ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, ce sont des dirigeants TikTok et Facebook, excusez-moi de dire ça comme ça, et Twitter, les dirigeants occidentaux d'aujourd'hui. Vous allez en Allemagne, vous avez une femme comme Baerbock. Quand vous voyez la ministre des Affaires étrangères Baerbock, là, celle qui est du Parti vert allemand, vous voyez bien que ce sont des gens qui sont des idéologues dangereux pour leur pays, mais aussi pour le reste du monde entier. Vous allez en Belgique, vous avez les Michel, celui qui est aujourd'hui à la Commission européenne. Donc, vous avez quand même en Europe aujourd'hui des dirigeants qui ne sont pas à la hauteur de la tâche. En tout cas, au regard des intérêts qui sont ceux de l'Europe. Et en Europe, on sait très bien que la position des États-Unis, leur posture, leur stratégie était de couper l'Europe de la Russie et de faire de l'Europe aujourd'hui une structure de vassalisation au service des intérêts américains. Et c'est ce qu'on observe aujourd'hui, malheureusement. Donc, il n'y a pas qu'en Afrique qu'on a des néocolonisés, on en a aussi en Europe. OK. Mais pas au même niveau, mais on en a quand même. Petite bascule donc. En projection, tu penses qu'on en a encore pour combien d'années? Mais bon, c'est difficile à dire, mais je pense Ça que peut traîner longtemps encore, là. ça peut traîner longtemps, mais je crois que les élections américaines, tout le monde regarde les élections américaines. Si Trump passe, Ce alors qui est ce sera fort la fin pour lui. probable, surtout contre Kamala Et Harris. qui est fort probable. Exactement. Mais si Trump passe, c'est fini pour l'Ukraine. La guerre va rapidement régler. Et d'ailleurs, Zelensky a parlé à Donald Trump. Il lui a clairement dit que non seulement la guerre doit prendre fin, mais que les Russes sont des brutes qui savent faire la guerre. Il lui a dit ça. Il dit, mais ces gens-là savent faire la guerre. Et ils ne font que ça. Ils ont vaincu le nazisme, ils ont vaincu Napoléon. Ça, c'est ce que Donald Trump a dit à Zelensky. Et si Zelensky veut négocier aussi rapidement, c'est parce qu'il sait que en cas de changement à la Maison-Blanche, à Washington, ce sera très difficile pour lui. Alors, il préfère prendre le devant, de sorte que si demain Trump arrive au pouvoir, il pourra dire qu'il y a un processus de paix et les États-Unis auront accompagné l'Ukraine dans sa approche diplomatique à ce moment-là. Mais s'il n'y a pas d'approche diplomatique clairement articulée, les États-Unis vont imposer une certaine paix à l'Ukraine, pas à la Russie, mais à l'Ukraine. Et si c'est Trump qui est au pouvoir, bah alors là, ce sera la fin pour l'Ukraine, en tout cas. D'accord. Très intéressant. La guerre se projette, comment on va appeler ça? L'Afrique est devenue un proxy. Euh, on découvre une attaque sanglante à la frontière malienne et algérienne dans laquelle l'Ukraine serait impliquée. On a des hauts représentants du gouvernement ukrainien qui jubilent d'une attaque qui a causé la mort de soldats maliens et de soldats russes, probablement. Ils étaient blancs en tout cas, et ça pensait qu'ils étaient russes.
Deux questions. La première, que font des instructeurs ou des soldats russes sur le terrain? Ils sont supposés ne pas être sur le terrain. Deuxième chose, comment interpréter cette volonté de l'Ukraine de venir ramener sa guerre maintenant euh, sur un front africain, alors même que le Mali n'est en rien concerné par ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Et puis, est-ce qu'au final, c'est réellement, ça c'est la petite question bonus, est-ce qu'au final, c'est réellement l'Ukraine qui est derrière les renseignements, quand on sait que c'est une zone dans laquelle la présence militaire ukrainienne n'a jamais réellement été avérée? À quel moment les Ukrainiens débarquent comme ça sur un territoire aussi grand que celui du Sahel, parviennent à avoir des informations au point de participer à une embuscade de cette taille-là? Est-ce qu'il n'y a pas plutôt d'autres puissances occidentales, notamment la France, qui, elles, on le sait, est là depuis très longtemps, ou les États-Unis, eux sont là depuis très longtemps, ont eu du matériel, les États-Unis ont encore du matériel sur place, ils sont en train de déménager leur base petit à petit. Est-ce que ce n'est pas plutôt ces puissances-là qui ont joué le sale rôle et demandé à l'Ukraine de porter ça en public? Bon, par rapport à la première question, la présence des Russes est un secret de polichinelle. On les a vus et on sait qu'il y a quand même un renforcement des relations de partenariat au niveau militaire entre la Russie et le Mali. Et donc, la présence de mercenaires ou de soldats russes, mais je pense que ce sont des mercenaires, ne peut surprendre. Maintenant, est-ce que c'est la transposition du conflit ukrainien, russo-ukrainien sur le territoire malien? D'une certaine manière, hein, parce qu'il faut quand même rester prudent. Est-ce que les propos qui ont été tenus par le responsable du SBU, le service de renseignement militaire ukrainien, étaient-ce de la communication, de la guerre de l'information ou pas? Une chose est certaine, c'est que moi, je pense qu'ils ont joué peut-être un rôle là-dessus en soutenant les rebelles qui font la guerre au gouvernement malien. Ils les ont soutenus. Et il ne faut pas oublier que pour eux, ce n'est pas une affaire entre les Maliens. Il ne faut pas oublier, pour eux, ils veulent régler les comptes aux Russes un peu partout. S'ils ont l'occasion de le faire, ils vont le faire. Et c'est ce qui semble avoir eu lieu, en tout cas au Mali. Mais il ne faut pas oublier, parce que ça, euh, euh, les gens l'ignorent peut-être, mais ce n'est pas le seul événement. On voit les Ukrainiens sur le continent. La présence des Ukrainiens a aussi été signalée au Soudan, où il y a une terrible guerre civile entre deux hauts gradés de l'armée. Et les Ukrainiens soutiennent, je crois, le général Abdouharam au Soudan, contre l'autre général qui est soutenu, lui, par les Russes, d'une certaine manière, d'après ce qu'on leur raconte. Donc, on voit les Ukrainiens au Soudan, on les voit au Mali. En fait, on les voit dans des zones où des instructeurs russes ont été déployés sur le continent. Et c'est pour l'Ukraine aussi une façon de contrebalancer la présence russe. Mais je pense que sur ce coup-là, en tout cas sur ce coup-là, celui du Mali, c'est une erreur stratégique grave parce qu'au final, ils vont se mettre à dos les Ukrainiens, beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, qui vont les considérer comme des soutiens du terrorisme. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier que le SBU a aussi quand même une histoire avec les groupes djihadistes. On les soupçonne d'ailleurs d'avoir financé, d'avoir coordonné avec les terroristes qui ont fait, vous savez, il y a eu des attentats en Russie il n'y a pas très longtemps, là, il y a quelques mois. Et on soupçonne le SBU d'avoir pris part à cet attentat qui a été revendiqué étrangement par l'État islamique. Donc, la part de SBU, on la voit un peu partout où les Russes sont déployés sur le continent africain. Là, on a deux exemples concrets, le Soudan et le Mali, si l'on s'en tient bien entendu aux propos des responsables ukrainiens. Maintenant, vous avez posé la question de savoir est-ce que ce n'est peut-être pas les Occidentaux qui sont derrière, je ne pense pas. Les Ukrainiens étaient présents au Mali à travers la MINUSMA, il ne faut pas l'oublier. Il y avait des Ukrainiens dans le Sahel qui ont été rapatriés en Ukraine, si on peut le dire comme ça, au regard de la guerre qui se déroule actuellement sur le territoire ukrainien. L'Ukraine avait fait appel à tous ces militaires qui sont déployés à l'étranger. Et il se trouve que certains d'entre eux étaient au Sahel. Donc, ils connaissent quand même assez bien la région. On sait que la plupart des pilotes de guerre militaires ukrainiens étaient au Mali dans le cadre de la MINUSMA. Donc, ce sont des éléments qui permettent de comprendre aussi la compréhension qu'ont les Ukrainiens de cet environnement sahélien.
Donc, on ne peut pas exclure que ce soit tout simplement les Ukrainiens sans nécessairement y voir la main d'une puissance occidentale quelconque. Ce qui ne sera pas non plus à exclure hein, quand on connaît le rapport des services secrets occidentaux aux groupes djihadistes dans certaines régions du monde. Est-ce que tu comprends la réaction du Sénégal quand on voit que le pouvoir en place a convoqué l'ambassadeur ukrainien après que celui-ci ait jubilé de l'agression djihadiste dont a été victime l'armée malienne sur son territoire? Mais moi, Est-ce je ne est-ce comprends qu'on pas. n'aurait pas pu avoir une position beaucoup plus sévère? Parce que dans le cas inverse, Mais ils ne sont pas concernés directement. oui, mais l'ambassadeur est chez eux. Et il fait l'apologie Oui, du oui, terrorisme chez eux. oui, oui, ça, c'est la raison pour laquelle ils l'ont convoqué. C'est tout à fait normal. Ce sont des pratiques qu'on observe souvent dans ce genre de situation. Mais pourquoi pas le renvoyer? Mais parce que le C'est assez Sénégal, grave de faire l'apologie du terrorisme. oui, mais ce n'est pas contre le Sénégal, c'est contre un autre pays. Et c'est la raison pour laquelle on l'a convoqué pour le faire savoir. Mais ça se fait beaucoup hein, dans le milieu diplomatique. Entre États, ça se fait beaucoup. On ne va pas très loin parce que l'expulsion a une autre dimension sur le plan politique et diplomatique. Il n'en demeure pas moins qu'avec cette sortie des responsables de la SBU ou du SBU ou même de l'ambassadeur ukrainien au Sénégal, cette sortie-là va avoir un impact négatif sur l'image que les Africains ont de l'Ukraine déjà maintenant, et ça ne fera que renforcer les choses au détriment de l'Ukraine. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le ministre des Affaires étrangères ukrainien, M. Kouleba, a voulu tempérer un peu les propos de ce responsable du SBU-là. D'accord. On a aujourd'hui au Sénégal un nouveau président. On va terminer avec ça. Euh, qui a promis énormément de choses, de rupture. Maintenant qu'il est au pouvoir, certaines voix s'élèvent pour dire qu'il semble ne plus être aussi ferme, Vindicatif. vindicatif qu'il l'était dans l'opposition. C'est que le pouvoir, bien évidemment, atténue les choses, qu'on ne peut pas avoir la même. Mais quand même, on a le sentiment que beaucoup de promesses, enfin, c'est ce que certains leur reprochent, ne semblent pas être mises en application. Comment tu analyses ça? Bon, je pense qu'on va un peu trop vite en besogne. Ça fait juste 3 mois ou 3 mois et demi qu'il est là. Il ne faut pas l'oublier. Tout à La fait, première chose qu'il faut savoir, c'est que le président Bassirou n'est pas le président d'Afrique ou du Sahel, c'est le président du Sénégal. tout C'est à la fait. première chose qu'il faut savoir. Et la première chose qu'il faut regarder, c'est ce qu'il fait pour les Sénégalais. Oui, Et quand vous posez la question aux Sénégalais, on vous dit qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. oui. Ils sont assez Donc, contents. ils sont assez contents. Donc, déjà là, je pense que la posture de ceux qui font le procès du président Bassirou pose problème. Parce que le président Bassirou défend d'abord les intérêts du Sénégal. D'abord les intérêts du Sénégal et des Sénégalais. Si les Sénégalais sont contents avec lui, qui suis-je moi pour lui faire la leçon? Maintenant, sa posture sur le plan sous-régional et international peut être questionnée. Sur ce point, je suis totalement d'accord. Mais de mon point de vue, il est très tôt pour lui faire un procès. Même si il a une approche diplomatique qui peut faire sourciller au regard de la posture qui a été la sienne quand il était opposant. Seulement voilà, maintenant, il fait face à la dure réalité du pouvoir. Et j'ai toujours dit, la plupart des gens qui font le procès au président Bassirou n'ont jamais dirigé un quartier. C'est très difficile. Je le dis très sincèrement, sans aucune condescendance. Je dis tout simplement que diriger un pays n'est pas chose facile. Mais alors, pas du tout. Il y a la posture du président Bassirou. Mais que pense-t-on alors de la posture de Ousmane Sonko, son premier ministre, qui est le chef du gouvernement? Ils font face, ils ont des informations que vous et moi n'avons pas. Ils ont des informations toutes ces personnes qui leur font le procès n'ont pas. Ils font face à des réalités que nous ne connaissons même pas. Des réalités auxquelles peut-être vous et moi n'aurons peut-être pas le courage d'affronter. Donc nous devons être humbles. Je suis de ceux qui s'interrogent beaucoup sur la posture du président Bassirou sur le plan sous-régional et même international, mais je veux lui laisser un peu de temps, je veux lui accorder le bénéfice du doute et de la bonne foi. Mais par-dessus tout, j'ai énormément de respect pour un président qui tient parole en rencontrant les besoins de son peuple, avant tout. Nous sommes tous africains, nous sommes panafricains, nous sommes animés par cette fibre.
Je comprends tous ceux qui critiquent le président Bassirou, mais je leur demanderai, pour l'instant, d'attendre un peu. Je serai, moi, de ceux qui vont le critiquer sérieusement si je le vois prendre des positions qui posent véritablement problème pour les intérêts du Sahel ou du continent. Pour l'instant, je pense qu'il est trop tôt. Ça fait seulement 3 ou 4 mois qu'il est là. Accordons-lui encore plus de temps. Mais la chose la plus importante, je crois, est de voir qu'est-ce qu'il fait pour son peuple. Nous tous ici, en tant qu'Africains, nous devons d'abord nous poser des questions sur ce que nos présidents font pour nous, pour nos pays, avant de nous intéresser aux problèmes des autres pays qui ne nous concernent pas dans un premier temps. Nous sommes Africains. Le problème de tout pays africain nous concerne, on entend. Mais je veux dire, commençons par regarder chez nous ce qui ne va pas. Regardons ce que font nos dirigeants chez nous dans nos pays respectifs. Si je regarde ce qui se passe au Sénégal, quand j'écoute les Sénégalais, j'ai l'impression que le président Bassirou fait du bon travail. Donc, on ne faut pas le juger de manière un peu légère en disant ce n'est pas un bon président. Non, il n'est pas un bon président pour qui? Pour les Sénégalais ou pour tous ces panafricains qui aimeraient voir le Sénégal adopter une certaine posture vis-à-vis des enjeux géopolitiques, économiques et même politiques auxquels la sous-région ou le continent est confronté. Je comprends leur position, mais je crois qu'il ne faut pas aller vite en besogne. C'est encore très tôt. Après un an, je pourrais, moi, vous donner ma position sur le président Bassirou. Pour l'instant, je pense qu'il est très tôt. Surtout qu'il est au pouvoir aujourd'hui et qu'il fait face à la dure réalité du pouvoir. D'autant plus qu'il n'a toujours pas l'Assemblée nationale sous son contrôle. Il Oui, ne peut pas légiférer. mais exactement, c'est une autre réalité. Vous savez, Philippe, pourquoi j'ai l'habitude de dire, je parle à un ami burkinabé, je lui ai dit, euh, l'un des problèmes que nous avons aussi sur le continent, c'est que nous ne sommes pas formés à comprendre ou nous ne sommes pas outillés pour comprendre les réalités du pouvoir. Ce qui fait que la plupart de nos gens arrivent au pouvoir et se heurtent à des réalités auxquelles ils ne s'attendaient pas nécessairement. Moi, j'ai entendu Félix Tshisekedi, le président de mon pays, dire, lui qui critiquait virulemment Joseph Kabila, son prédécesseur, il est arrivé au pouvoir, il a dit, il y a des choses que je comprends maintenant que je suis au pouvoir. Quand vous n'êtes pas au pouvoir, vous faites beaucoup de critiques, mais quand vous arrivez au pouvoir, vous vous heurtez à des réalités telles que parfois vous êtes dépassé par les événements ou même les problématiques auxquelles vous êtes confrontés. Donc, ce n'est pas une chose facile. Moi, j'aimerais voir le président Bassirou adopter une posture très panafricaine et très tranchée sur certaines questions sur le plan sous-régional et international. Mais il est trop tôt pour moi de faire son procès parce que je ne sais pas ce qu'il vit en tant que président. Je n'en sais rien du tout. Et donc, je dois être humble, me faire petit et écouter davantage les Sénégalais, ce qu'ils disent sur leur président. Ça, pour moi, est un indicateur intéressant. Mon point de vue sur lui, certes, il peut être objectif et elle peut être objectivement subjective. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, accordons-lui un peu de temps. Bien entendu, je n'ai pas apprécié de le voir avec Paul Kagame. Mais que voulez-vous? C'est un chef d'État, ce n'est plus un militant, un activiste. Les responsables des présidents du Sahel eux-mêmes, certains d'entre eux se sont rapprochés de Paul Kagame, qui, lui, par exemple, est le gendarme de ses intérêts occidentaux, de ses entités occidentales, que les panafricains, certains panafricains rejettent ou acceptent, dépendamment de leur compréhension des enjeux auxquels Kagame a été confronté, dans lesquels il a été impliqué. Donc, je pense qu'il faut accorder beaucoup de temps, encore un peu de temps au président Bassirou. C'est mon point de vue, humblement. On reviendra un peu plus longuement lors de notre prochaine émission sur l'AES elle-même. On a aujourd'hui plusieurs situations qui battent leur plein dans ces 3 pays. Donc, ils sont passés Ce sont des pays qu'il maintenant... faut soutenir. Moi, je trouve Pardon? que ce sont des pays qu'il faut soutenir parce que je pense que la trajectoire qui est celle de l'AES doit être soutenue, doit être accompagnée, mais pas de manière émotive, de manière très rationnelle et froide. OK. On en reparlera plus longuement. Merci beaucoup, Patrick, d'avoir pris le temps de venir nous voir aujourd'hui pour cette émission qui nous a permis de balayer un tout petit peu l'actualité sur plusieurs sujets.
Au plaisir de te revoir ici pour une prochaine émission. Les amis, on arrive au terme de notre édition avec Patrick Beko. J'espère que vous l'avez trouvé intéressante comme d'habitude. Dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire et bien évidemment, on vous dit à très bientôt. Rendez-vous la semaine prochaine pour, je l'espère, une autre édition. Ciao!